our participants online are also connected. Can someone verify, please? So for this afternoon session, welcome back, and I would say welcome to our new participants from the media of Mauritius. And this afternoon session, we will be working basically on the importance of climate services. We will have as well some examples of how it is working in some of the countries. And also, we will give an overview of what we did this morning. So this morning we had the interaction or the with amongst the various Med services, where we for 3 days they have the Med services from the island states of the Indian Ocean, along with Malawi, South Africa, Tanzania, and Mozambique. They've been all working together to look at the seasonal forecast for the upcoming rainy seasons, and also for the cyclonic activities for the period of October until April next year. The presentations this morning gave us also the opportunity to appreciate what the actual situation of the climate is, the status of the climate, and how it will be impacting on the region, considering that there is the El Nino, which is very active, and also the Indian Ocean dipole, positive Indian Ocean dipole, which will also affect the climate. We heard as well from some of the stakeholders in Mauritius, especially from the Water Authority, how the seasonal forecast, the regional seasonal forecast, and the national seasonal forecast helps the authority in the management of the water resources for decision making. We also heard from the Seychelles how the Seychelles is using the information that is being derived from the regional seasonal forecast to inform the decision makers at national level. From Comoros, we had the opportunity to have an experience as well from the Met Service, especially working with the agricultural sector, how the intake is being done at national level on the information that they would provide, and also what are the challenges. We saw that in also in South Africa. One of the questions was basically how the users. It was important to have the feedback from the users. The Med services, they are in the front line of providing information, and this information has to be translated into a language that is understood by the general population, and also for the sectors that will be using those information. So this is where we are with the seasonal forecast. We have seen the trend, what is expected, but again, this is a very probabilistic, it is just not, it may not be the real situation because there might be some influences. We are expecting for the upcoming season some rise in temperature, the sea surface temperature, which will influence the climate in general. And we are also expecting, especially in the Seychelles, there is the risk of having the rainfall will be a little bit above the normal. Some of the terminologies that I have used for between the Met services may not always be very comprehensive to a lot of people. For instance, so we this morning as well, amongst the challenges that the Met services brought out was also the matter of understanding the word normal and below normal or above normal. So together we will try this afternoon to be able to maybe
shed a bit of more light on that. And also, sometimes when the information coming from the regional outlook may not necessarily be the exact information. There is some downscaling that has to be done at national level, and this is where the role of the National Med Services becomes very important. What the Med Services made it clear is that whenever we report on climate and climate information, the guidelines are given by the National Med Services. Even if at the regional level we give you the trend and the scope, but the guidelines that should be observed at national level for the sectors must come from the national services. So these are basically what we looked at this morning, and this afternoon we will be going into a little bit more details on what climate services are, what are the importance for the users, and how we are going to look at what is it that that will be required to ensure that the sectors and the region and the population can really benefit from this information. And I think this is a unique opportunity that we have this time to have the media from Mauritius with us, and it is probably the opportunity to interact with the Med Services. Also, we have some representations from the disaster risk or disaster management centers as well, and that will be very useful for the interaction to better understand what are the terminologies that are being used in the Med Services, what are the type of information, how can we downscale or make it easier for everyone to understand the jargons of the Med Services. And I think this is the future, and we will need to really build on that. So without further, welcome everyone, and really thank you to UNDRR for facilitating having here with us the communication, well, the journalists from the various media houses in Mauritius. So we will now move on to the next session, if you will allow us. And as usual, my colleague Emmanuel reminds me that we need to be, because we have people online as well, we have to try and speak a little bit slowly for people, because there's always a gap between what we say in-house here and the receiving end. So we have to be a little bit speak a little bit slower and articulate as much as we can so that they can understand. And the importance to mute our mics when we are not speaking, that is especially for those who are connected online. And it is always good when we intervene, if the bandwidth allows, that we just put on the camera, we do our intervention, and then we can just put it off just to ensure that we do not consume too much of our time. So basically, and for the phones, we know that we are all very high officials in the governments, and we have a lot of responsibilities. And being also in the media, it will always interesting to have your phone ready, because the news can come in anytime. And what we do, we just encourage all the participants to just put the phone on silent mode, and so that we can just facilitate this conversation this afternoon. So with this little note, I will just hand over to Emmanuel for his presentation. Maybe Emmanuel, you to present yourself, and then we go into the presentation. Thank you. Thank you, Mr. Chair. If you may, I will speak in French. My name is Emmanuel Thévenin, and I'm a regional advisor. Donc, je suis conseiller technique auprès de la COI sur les enjeux climat et environnement. Et en ce moment, je suis particulièrement engagé sur la mise en place du projet Hydrovert. La session de cet après-midi, effectivement, se concentre sur les services climatiques. Je ferai d'abord une première présentation rapide de comment cet enjeu
s'articulent au sein du projet Hydromètre. Ensuite, il y aura une présentation plus approfondie sur qu'est-ce que les services climatiques, quels sont comment les services climatiques se préparent, à quoi ils servent, comment ils peuvent être utilisés. Et il y aura différents exemples de services climatiques. Donc, le service climatique, on en a tous conscience, hein, il y a trois niveaux de projection de ces services climatiques. Le premier, c'est à court terme, c'est quel temps il fait demain, est-ce que je dois mettre un pull pour emmener les enfants à l'école, est-ce que je peux semer les graines d'oignons dans mon champ. Donc c'est un premier service qui est plus lié à la météo. Est-ce que je peux sortir en mer ou est-ce que je peux sortir me promener? À moyen terme, c'est les prévisions saisonnières, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec des incidences sur la gestion de la ressource en eau, le tourisme, les prévisions cycloniques, donc à la fois des questions d'adaptation, d'anticipation et d'organisation de la société autour de ces enjeux-là. Et à plus long terme, c'est vraiment l'adaptation des politiques sectorielles, que ce soit sur l'agriculture, sur la pêche, sur la sécurité maritime, etc. Et c'est ce qu'on retrouve dans les engagements nationaux vis-à-vis de la communauté internationale, par exemple dans les contributions nationales déterminées ou les plans d'action nationaux. Alors le projet Hydromètre a trois composantes et ces questions de services climatiques sont particulièrement traitées au niveau de la composante 3 pour renforcer deux fois l'utilisation des services climatologiques. Les deux premières composantes étant tout ce qui est amont. Pour avoir un bon service climatique, il faut avoir de la donnée pertinente. Donc il faut avoir à la fois les équipements, les méthodes, les modèles, et ça c'est la composante 2, mais il faut aussi avoir les équipes qui sont capables de faire tourner ces équipements, qui sont capables d'acquérir et de traiter ces données. C'est à la fois au niveau des équipes et des services, donc des institutions. Donc c'est tout cet aspect, la composante 1 de renforcement institutionnel. Ça se fait au niveau de chacun des pays, au niveau de chacun des services météorologiques nationaux, mais ça se fait aussi au travers de la mise en place du centre climatique régional en réseau. Au niveau de l'étude de faisabilité du projet Hydromètre, il est bien souligné le rôle prépondérant des services météorologiques nationaux dans la production de services climatiques. Hydromètre doit permettre d'améliorer la qualité des services, de renforcer tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur, de l'acquisition de la donnée, la production du service, son élaboration, la diffusion et bien sûr l'évaluation de ces services climatiques. Il y a un état actuel qui est apprécié, en tout cas qui a été apprécié au moment de l'étude de faisabilité, et un des enjeux qu'on a dans les prochains mois, c'est d'évaluer l'évolution de la qualité des services climatiques qui sont produits par les services météorologiques nationaux entre l'étude de faisabilité et aujourd'hui. L'étude de faisabilité il y a à peu près 2 ans. Et puis les objectifs d'atteinte de qualité des services climatiques à la fin du projet. Donc c'est un premier atelier de travail. On y reviendra plusieurs fois, mais pour partager et se rappeler l'importance des services climatiques pour les meilleures stratégies sectorielles d'adaptation aux effets du changement climatique, mais aussi que ces services climatiques soient le plus efficients possible à court terme ou à moyen terme.
Je disais dresser un premier état des lieux des services climatiques qui sont proposés par les services météorologiques nationaux aux différents types d'utilisateurs, et puis d'identifier les besoins spécifiques qui sont attendus par les différents secteurs, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, mais aussi d'identifier les besoins qui peuvent être ressentis par les relais d'information. Je ferai ensuite une très brève présentation qui est issue d'un webinaire qui est extrêmement bien fait. Là, quelques extraits de diapositives seulement, mais l'ensemble du webinaire se regarde et se travaille en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est quelque chose sur lequel vraiment je vous invite à vous replonger. Donc ce webinaire qui est fait par l'ACA et l'UNCC. Donc voilà, c'est basé sur un cours dont vous avez les références et qui répond. Ah pardon, voilà, les références du cours. Et donc qui répond à ces trois questions basiques mais extrêmement importantes de qu'est-ce qu'un bon service et qu'est-ce qu'une bonne information climatique, quel est leur rôle dans le développement et de la planification et des politiques, et comment renforcer, améliorer la qualité de ces services climatiques. Donc, au niveau des utilisations des services climatiques, il y a effectivement l'adaptation au quotidien, le développement sectoriel, bien sûr la gestion des risques à court terme ou à moyen terme, et puis la planification d'aménagement du territoire à long terme. Et donc, ce qui est résumé ici, c'est que l'information climatique, les services climatiques, c'est la collection, l'interprétation et la diffusion à la fois de données météorologiques et climatiques. Donc, je pense que tout le monde fait la différence entre ces deux niveaux, de manière à ce qu'elles soient crédibles, pertinentes et bien sûr utilisables. Et il y a trois niveaux de services climatiques, d'information climatique. Il y a un niveau basique, donc c'est un peu ce qui a été identifié comme étant la capacité moyenne des services météorologiques nationaux de la région au moment de l'étude de faisabilité du projet. Et l'idée, c'est d'arriver progressivement à améliorer ça vers un niveau intermédiaire et avancé. Le premier niveau basique, c'est des questions de maille, des questions de manière dont ça peut être ciblé au plus près des utilisateurs sur un territoire précis. C'est question aussi d'échelle de degré de la précision de l'information et bien sûr de diffusion de cette information. Le deuxième niveau, il est un peu plus approfondi en exprimant des tendances qui peuvent être évaluées, des zones plus précises et une évaluation aussi plus importante de l'impact de cette révision, de manière à ce que les populations civiles, les différents acteurs puissent avoir un premier niveau d'organisation en interprétant ces informations. Et puis le troisième niveau, c'est un peu ce qui a été quand même produit dans le cadre du SWOIOCOF, c'est des tendances marquées, basées sur des longues données, des longues périodes de données interprétables, avec des écarts
tendancielle et Jean-Pierre montrera un petit peu les incertitudes, comment on gère les incertitudes entre ces prévisions. Voilà, donc je poursuis sur la différence entre la prévision à court terme, les modèles climatiques et les scénarios climatiques qui peuvent être aussi 3 niveaux de services climatiques. Une information de qualité, c'est sa résolution, sa pertinence, la manière dont elle est focus sur un domaine particulier, et bien sûr l'accessibilité. Donc il y a tout cet aspect de relais de diffusion de l'information, et puis un aspect aussi de coût, d'efficience. On peut avoir des services climatiques de très très haut niveau, mais ici très chers, donc il faut adapter entre la qualité de la donnée, la qualité de l'analyse et le coût de ces produits. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un outil qui soit d'aide à la décision, que ce soit l'aide individuelle du paysan ou de la famille aux décideurs de politique nationale ou régionale. Voilà, donc ça c'est un résumé de synthèse. Voilà, comment les décideurs peuvent renforcer l'utilisation des services climatiques. Donc c'est avoir de meilleures informations, donc ça c'est vraiment le rôle des services météorologiques, d'avoir la capacité d'interpréter ces données et de les intégrer effectivement dans des visions long terme d'adaptation. Et donc il faut avoir les schémas les schémas nationaux, les relais vers les décideurs qui permettent d'intégrer ces besoins d'adaptation. Voilà, donc au niveau des décideurs, il y a des incidences d'investissement budgétaire, d'incitation des secteurs privés, de formation individuelle ou institutionnelle, de définition de standards. On a vu avec les derniers tremblements de terre que certaines zones du globe, notamment le Japon, ont des normes sismiques qui sont de construction qui permettent d'absorber un certain nombre de niveaux de tremblement de terre. Donc ça fait partie des choses qui sont intégrées sur ces risques-là. Et puis bien sûr, il y a l'intégration globale dans le fonctionnement de la société ou d'une économie. Voilà, quelques références pour terminer. Et voilà pour cette première présentation globale, de manière à ce qu'on soit tous sur le même niveau de compréhension de ce dont on va parler cet après-midi et de ce qui va constituer un peu le corps, l'enjeu majeur de la composante 3 du projet. Je vous remercie. Thank you very much, Emmanuel. And this presentation was just to give very good an insight into what do we mean when we talk about climate services and how the Indian Ocean Commission under the Hydromet project will be helping the countries into upgrading into the integration of climate services to help the sectors in their development. So this is basically what the presentation was all about. Borrowing some information from international institutions because we want to
remain aligned to the terminologies used at the international level, so that we are all at the same wavelength or the same understanding of what the climate services is all about. We will not open up for questions now. We will give you the opportunity to digest a little bit because it may be a little bit new to some of you, especially for those who are not familiar with the hydrometeorological information systems. And just don't hesitate. We will provide opportunity later on for you to interact and ask questions, clarifications, and if you have any misunderstanding, probably the speakers here will be in a position to help clarify. Because really the objective is to ensure that when we give out the information, people do understand what we are saying. Because we cannot produce information just for ourselves. We are doing it for a purpose. We are doing it for the population, for the sectors, and they need to understand what we are telling them. Otherwise, all of the efforts will go to waste. So we would not like this to happen. And this morning again, during the discussion, it came out from the participants that there is a need for more education around the climate, around meteorology, around hydrology. What does it mean? We need to make sure that our people understand. And we saw the example of Comoros where some of the information going down to the community, the language that is being used is very simple to ensure that the community they understand. They work with the mayors, they work with the chief of the villages, just to ensure that the right community has the right information in the language that is understood by all the population. So this is the beauty of this session this afternoon, having you from the media houses with us. Thank you. So we now go to a second presentation by Jean-Pierre, just to give a little bit of more insight into what Emmanuel has just presented. And Jean-Pierre has extensive knowledge of this region, so I will give him the floor to give us a little bit of more insight into what we are going to do this afternoon. Over to you, Jean-Pierre, please. Thank you, Madame Chair. Donc, je vais parler en français, ça c'est la première chose. Et avant de regarder quelques éléments liés effectivement à la fourniture des services climatiques, j'aimerais tout de suite préciser un élément, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de services climatiques. Alors Emmanuel vous a déjà présenté les choses, mais je crois qu'il est important de préciser qu'en fait on s'adresse à deux domaines spécifiques. Le premier domaine, c'est le domaine de la variabilité naturelle du climat. Alors c'est quoi la variabilité naturelle? C'est ce qui change d'une année à l'autre, c'est ce qui change d'une saison à l'autre. C'est ce type d'information que l'on regarde et que l'on va essayer de traduire par des services climatiques. Par exemple, en ce moment, ça a été dit ce matin, il y a un phénomène El Niño qui est en train de se développer et qui va effectivement impacter le climat pour la saison qui vient. Et puis, la deuxième partie, c'est le domaine du changement climatique, qui est quelque chose qui vient se superposer à la variabilité climatique naturelle et qui effectivement également un domaine qui est là vraiment très clairement tourné vers l'adaptation sur des décennies, sur la fin du siècle, etc. Ça c'est quand même deux domaines qu'il faut non pas séparer dans la réflexion sur les services climatiques, mais en tout cas dans les applications qui se retrouvent sur des échelles un peu différentes. Alors, pour le coup, c'est pas moi qui ai posé les questions, c'est Emmanuel, donc je vais essayer à la fois de vous donner quelques éléments de réflexion et qui, entre autres, utilise une partie de mon expérience sur les questions de services climatiques. Et d'abord, avant tout, le Forum climatique pour le sud-ouest de l'océan Indien nous a déjà apporté un certain nombre d'informations sur des utilisateurs qui sont déjà intéressés et qui utilisent
ou qui ont utilisé déjà les informations fournies sur l'échelle de temps saisonnière, donc pour travailler sur la variabilité naturelle climatique. Alors, on va trouver un utilisateur d'échelle régionale sur la réduction des risques climatiques, qui est la PIROI, et ensuite, en fonction des différents états insulaires, on a eu des demandes sur les ressources en eau, sur l'agriculture, sur la pêche assez récemment, mais aussi dans le domaine de la santé. Et à un certain moment, pour les Seychelles en particulier, je me souviens que le secteur du tourisme également était intervenu pour demander des informations. Donc, c'est un premier panorama. Vous le verrez également dans les diapos suivantes qu'il y a des petits points à la fin à chaque fois. Tout ça pour dire que les listes ne sont évidemment pas exhaustives. Je n'ai pas prétention à être exhaustif, mais simplement donner quelques idées pour ensuite pouvoir en discuter dans les moments qui viennent. Et donc une question importante et intéressante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un service climatique dit de qualité, puisqu'effectivement, il faut quand même apporter des choses qui soient d'une certaine qualité. Et donc, j'ai utilisé et traduit une publicité d'un fournisseur d'énergie sur le territoire métropolitain français qui s'appelle Engie et qui passe en ce moment des petits spots publicitaires. Alors je ne vais pas vous passer les spots, rassurez-vous, mais où la conclusion est un service qui ne rend pas service n'est pas un service. Voilà. Alors je l'ai traduit donc un peu sur la question des services climatiques de la manière suivante. Un service qui n'est pas utilisé pour une décision et une action n'est pas un service. Donc c'est vraiment la question qu'il va falloir se poser. C'est est-ce que l'utilisateur va être capable d'utiliser pour prendre une décision et pour mettre en place les actions nécessaires, évidemment, pour faire de l'action préventive ou curative si nécessaire, etc. Alors, du coup, ça amène à un certain nombre de réflexions, et en particulier que l'information qui doit être fournie au travers du service climatique doit être effectivement adaptée aux besoins des utilisateurs et tout particulièrement à leur processus de décision. Donc ça c'est important et ça rejoint tout à l'heure ce que présentait Emmanuel en disant il faut que l'information soit utilisable. Et donc là on pourrait même dire qu'elle permette une mise en action facilitée. Il me semble que la deuxième qualité que devrait avoir un service climatique, c'est que le service puisse être utilisé de manière appropriée. Appropriée, pertinente, ça veut dire donc que le service doit être bien expliqué et bien compris. Et on voit effectivement déjà se mettre en œuvre les deux côtés de l'histoire, c'est-à-dire du côté du fournisseur de services, puisque c'est à lui d'expliquer effectivement les tenants et les aboutissants du service qu'il fournit, mais aussi côté utilisateur dans la question de la compréhension. Et donc derrière, évidemment, il y a des questions d'échange, de dialogue, de formation qui sont importantes. Et évidemment, il faudrait que le service ait un impact espéré positif sur les activités des utilisateurs. Une chose très importante sur la mise en pratique de l'utilisation des services, c'est la fourniture d'un support à l'utilisateur dans l'utilisation de l'information. Donc il y a différentes manières d'envisager les supports, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose de très important, effectivement, de ne pas laisser l'utilisateur tout seul avec le produit et de considérer qu'on a fait le travail. Et puis, une dernière réflexion, c'est la fourniture en temps et en heure, c'est-à-dire au moment, effectivement, où c'est utile pour prendre les décisions et mettre en place ensuite les actions nécessaires. Il y a toujours un intervalle de temps entre la prise de décision et la mise en place des actions, et ça, c'est des choses qui touchent directement, par exemple, ce que dans les prévisions on appelle le lead time.
Donc il y a des éléments très concrets derrière qui parlent ensuite aux fournisseurs. Et donc évidemment, une question comme les services météorologiques et hydrologiques sont quand même très sollicités dans cette question de fourniture de services climatiques. Une question qui accompagne la précédente, c'est comment ces services-là peuvent améliorer la production de ces services climatiques de qualité. Alors on va retrouver des éléments dont on a discuté ce matin, c'est tout à fait normal, et un des points clés, c'est effectivement d'avoir une information dans le service que l'on fournit qui est directement utilisable et qui permette une mise en action facile. Et donc, il faut essayer de fournir des produits adaptés aux utilisateurs et en particulier préparer des produits basés sur les impacts du climat sur les activités des utilisateurs. Ce que l'on appelle couramment des prévisions d'impact. Alors on a eu une présentation pendant le pré-conf pour essayer de voir comment tout ça s'articulait sur les opérations et sur le concret, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Et quand on dit ça, prévision d'impact, ça veut dire que l'utilisateur est au cœur, effectivement, de cette information. Parce que les impacts, ce n'est pas les services météorologiques qui les inventent. C'est les utilisateurs qui les subissent et qui les fournissent. Donc on voit bien que dès lors que l'on veut construire ce type de service climatique, il faut qu'il y ait une liaison très étroite et un dialogue permanent entre les gens qui fournissent les services, qui les préparent et qui les fournissent, et les utilisateurs. Donc, ça explique la ligne d'après. Il faut effectivement avoir une liaison très proche et très solide entre les utilisateurs et les fournisseurs de services, et cela mis en place dès le début d'un projet de fourniture de services climatiques. Et, très important, en y incluant le partage des données. Et je sais que c'est pas toujours, par expérience, je sais que c'est pas toujours facile de partager les données entre utilisateurs et fournisseurs de services climatiques. Mais c'est vraiment quelque chose qui est crucial, parce que si l'utilisateur veut effectivement avoir des services vraiment adaptés à ses processus de décision et ses mises en action, si de son côté il ne donne pas des éléments clés pour effectivement qu'on puisse adapter des produits à ce dont il a besoin, eh ben, on n'aura toujours que des produits standards et donc une efficacité beaucoup moindre dans la fourniture de services. Et donc ça implique de construire aussi, et là les médias, je pense, sont vraiment très conscients de ce type de problème, ça implique de construire ce que l'on appelle une connaissance partagée entre producteurs et utilisateurs. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait la même compréhension de l'ensemble du processus, des systèmes, des éléments fournis, et très important, le même vocabulaire. Moi j'ai souvenir d'avoir travaillé avec des compagnies qui faisaient de l'agro-trading. Ce qu'ils appelaient une année à Niño, c'était l'année d'après par rapport à ce que j'appelais moi une année à Niño. Bon, c'est des choses tout bêtes, mais c'est des choses qu'il faut effectivement apprendre à connaître, etc. Donc l'utilisateur, le support utilisateur et l'interface qui va avec, c'est quelque chose d'important dans ces services, dans la qualité de ces services climatiques, et donc les services météorologiques doivent se pencher dessus. Et également, un dernier point qui me paraît important, c'est qu'il faut à tout prix intégrer dans la fourniture du service climatique les capacités des utilisateurs. Capacités en termes de science, du climat, mais aussi en termes de technologie. Il y a des utilisateurs très avancés qui vont avoir juste besoin que vous leur envoyez les données et puis ils vont se débrouiller avec tout le reste. Il y en a d'autres, il va falloir leur vraiment préparer les données et puis ils n'auront peut-être pas de site web efficace, etc. Donc il faudra envisager d'autres moyens de communication, etc. etc. Et donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi si l'on veut avoir des services qui soient de qualité et utilisables.
et puis je crois que c'est la dernière diapo, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps, c'est la question des besoins des utilisateurs. Alors, un élément clé dans la manière de documenter les besoins des utilisateurs, c'est de se poser la première question, quels sont les impacts du climat sur les activités des utilisateurs? Évidemment, à quelles échéances et à quelle échelle spatiale cela se joue. Mais la partie des impacts est effectivement essentielle. Et là encore, par expérience, il m'est arrivé d'avoir à discuter avec des utilisateurs qui voulaient de l'information de prévision saisonnière et qui n'étaient pas vraiment complètement clairs sur les impacts qu'avait le climat à l'échelle de la saison sur leurs activités. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de la mise en place de services climatiques. S'il n'y a pas ça, ça devient difficile. Tout de suite derrière, puisqu'on a parlé effectivement d'impact, de prévision basée sur les impacts, donc la question à se poser, c'est est-ce que les impacts sont bien mesurés, quantifiés, et si oui, quelles sont les variables qui permettent effectivement cette quantification, de manière qu'ensuite ce soit quelque chose qui soit intégré dans le service climatique. Un élément qui me paraît également très important, c'est quels sont les facteurs externes, en particulier dans la prise de décision, parce que l'information climatique n'est qu'un des éléments qui amènent à la décision finale. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, et d'avoir une idée du poids relatif de l'information climatique par rapport aux facteurs externes. J'ai plein d'anecdotes qui montrent qu'avec des mauvaises prévisions, on prend des bonnes décisions, et puis vice-versa, avec des bonnes prévisions, on peut prendre des mauvaises décisions. Alors, des choses qui aident ensuite dans la manière dans le support utilisateur, la manière de conseiller et d'aider, c'est de savoir quels sont les besoins pour quelles décisions et quelles actions. C'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. En même temps, avec les périodes clés pour les prises de décision et les plannings pour la mise en place des actions. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut discuter dès le départ de la mise en place. Et évidemment, on voit bien qu'il faut vraiment une relation forte, renforcée entre producteurs et utilisateurs. Après, des points qui restent importants, on en a parlé un tout petit peu ce matin avec les DRR, les Disaster Risk Reduction, pardon, c'est quelles sont les décisions, les options décisionnelles qui sont disponibles au niveau de l'utilisateur. Et ça touche directement ensuite les possibilités d'adapter les décisions dans le temps quand on met à jour les informations climatiques, notamment pour la prévision saisonnière, tous les mois, on en refait une. Et donc ça veut dire que de temps en temps, on peut conseiller par exemple, quand il y a de l'incertitude au début de la période, de prendre des décisions que l'on appelle ça en regret, et puis ensuite, au fur et à mesure, d'affiner la décision et puis d'aller vers les choses plus sérieuses et plus importantes. Et puis évidemment, il faut aussi prendre en compte la manière de travailler de l'utilisateur, c'est-à-dire avoir une information sur ce qu'il utilise en ce moment avant la mise en place du service climatique. Comment est-ce qu'il travaille pour essayer de comprendre en quoi le service climatique va permettre d'améliorer effectivement sa prise de décision et derrière les activités qui vont avec. Voilà, et donc pour cette présentation, et encore une fois pour apporter des éléments dans cette discussion, je vais simplement en rester là. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. I think most of the information that has been presented now, they are the guiding principles behind the climate services and the importance, why do we have to do it, for whom, and who are the users, what are the needs of the users. Sometimes we hear from the Met services that we have developed these products, but for whom?
And if they don't know from the users, what are your needs? What is it that you want to use those climate services for? The Met services, they cannot produce the products for you. They need to know exactly what you need it for. And again, we heard from the presentation, if the products are there, the information are there, and they are not used, then it is not helping you. So it's just there. So I think it is important that we try to understand the context. It may be very challenging at a certain point, but it's what we need to understand that there is a chain. The chain starts with the climate, with the Met services, who will then develop the various products for the people or for the sector that needs it. And then you need to be very precise into what is it that you want to have those products for, and how are you going to use it. So I think this is what what Jean-Pierre was trying to use in a very simpler language, I would say. We are trying ourselves to be very simple in the way we present things. Before, there were a lot of jargons, there were a lot of abbreviations. We are trying to move away from abbreviations because not everybody understands the abbreviation, except amongst those who are working with the abbreviations. Now we're trying as much as possible to make the language more fluid for everybody to understand. Thank you. So again, we will not open up to discussions. We will take a third presentation so that you have a full package of the information. That is the idea. And then we will try afterwards to demystify or to simplify all those in this package. We start unwrapping it and to make it into something that will be tangible for you to move forward with your information. Okay, so over to you, Laurent. Thank you. Thank you, Mrs. Chair. Donc Laurent Labbé du service météorologique de la Réunion, Météo France. Je vais vous parler toujours dans le cadre de ces services climatiques, plus spécifiquement des aspects communication. Donc on va rester toujours assez général, mais pour pointer peut-être plus spécifiquement les problématiques qui tournent autour de cette question. C'est une présentation qui est très rapide, donc après, on compte surtout sur les discussions, les réactions, pour pouvoir éventuellement approfondir. Donc, cette question de service climatique, l'Organisation météorologique mondiale a défini un cadre pour les définir, pour les produire, donc on appelle le cadre global pour les services climatiques. Donc ce cadre, il a défini différents piliers sur lesquels la construction de ces services doit s'appuyer. Et l'un de ces piliers, bien sûr, c'est l'interface avec les utilisateurs, qui est souligné en rouge ici. Et donc de poser la question de comment communiquer, à qui communiquer, et plus particulièrement de se poser des questions de qu'est-ce qu'on va communiquer, quand on va le communiquer et comment. Bon, ensuite, la question, puisqu'on est aussi dans le cadre du projet Hydromet, c'est comment spécifiquement le projet peut appuyer les pays en cette matière. Donc les services climatiques, comme l'a dit Jean-Pierre précédemment, finalement, il y a autant de services que d'usagers. Et on peut même dire qu'il y a aussi autant de services que d'échelle de temps à laquelle on veut s'intéresser. Le climat, ça peut aller des aspects de projection sur le siècle prochain, les questions du changement climatique, et puis on peut s'intéresser au temps qu'il va faire demain, avec les risques encourus, et il y a tout un spectre de phénomènes associés à des échelles de temps et d'espace entre ces deux extrêmes. Alors bien sûr, pour une échelle de phénomènes donnés, eh bien, il va y avoir aussi un type d'application et des types d'usagers aussi qui sont spécifiques. Alors il est possible qu'un usager donné puisse gérer
des activités qui sont frappées par ces différentes échelles de temps. C'est possible qu'on s'intéresse aux aspects immédiats du temps et aux aspects plus de climat à plus long terme qui permettent, par exemple, toutes les questions de planification. Mais en général, un utilisateur donné va être intéressé par un type de service, par un type d'échelle de temps. Donc à partir de là, on va définir répondre à la question du quoi, qu'est-ce qu'on doit produire, et à partir de là, la manière de communiquer les choses, bien sûr, va être aussi adaptée, puisque on ne va pas communiquer sur le changement climatique sur un thème, sur un secteur donné, comme on pourrait le faire sur des alertes précoces à quelques jours d'échéance. Donc vraiment la question de l'échelle de temps et d'espace à laquelle on s'intéresse va déterminer finalement toute la chaîne de production du service. Donc cette chaîne de production du service, eh bien, elle part sur la gauche de la réalité du climat, du temps, des ressources en eau, et elle doit aboutir à une plus-value au niveau socio-économique, avec des bénéfices d'un côté, des coûts aussi, bien sûr, pour les différents secteurs. Donc, concernant plus particulièrement les services météorologiques, donc je dirais qu'ils sont au début de chaîne, puisqu'ils sont en contact direct de l'environnement, donc l'environnement qui est mesuré, observé, modélisé, pour, dans un premier temps, produire de l'information climatique. Donc c'est le fait de traiter les données, d'appliquer la science sur le climat et la météorologie, l'état de l'art sur la question, pour produire une information climatique. Et je dirais que les services météorologiques nationaux ou les institutions spécialisées sont plutôt efficaces sur cette production d'informations climatiques qui est le cœur de leur métier. Ensuite, lorsqu'il vient les questions du service climatique, là, un premier aspect de communication apparaît, puisqu'il faut coproduire ce service avec l'usager. Donc il faut trouver l'usager, il faut savoir communiquer avec lui, donc développer je dirais une pédagogie pour faire comprendre la science météorologique d'un côté, et puis de l'autre côté aussi pour comprendre les besoins, les contraintes des usagers. Donc il y a vraiment un travail de communication très important qui doit se faire à ce moment-là pour définir le service climatique. Et une fois que celui-ci est défini, se pose la question de la dissémination de l'information. Donc sous quelle forme, à quel pas de temps, pour quel destinataire, etc. Donc, et cet aspect de dissémination, finalement, il fait partie intégrante du service climatique qui doit être défini avec l'usager. Donc, comme je disais, dans l'aspect communication, il faut définir qu'est-ce qu'on veut communiquer, quand, comment. Donc, comme je viens de le dire, la chaîne de valeur qui va passer de l'information climatique au service climatique, eh bien, ça doit passer par un travail de communication avec l'usager. Sachant que l'information climatique, souvent, va être de nature probabiliste, ce qui ajoute, je dirais, une couche de complexité supplémentaire qu'il va falloir faire comprendre à l'usager et comprendre aussi comment cette incertitude va pouvoir être gérée dans son processus de décision. Donc il va y avoir vraiment un échange d'informations, sachant que du point de vue d'un service météorologique, il y a un travail d'appropriation qui doit être fait au niveau du processus de décision de l'utilisateur et aussi de l'appropriation des données objectives qui appartiennent aux données de l'utilisateur pour faire
une évaluation des impacts et aussi une évaluation des coûts et des bénéfices du service qui est susceptible d'être proposé. Donc toute cette première chaîne, je dirais, d'échange vise à définir le projet de service climatique. Ensuite vient la partie de dissémination qui va être définie également avec l'usager en fonction de contraintes techniques de part et d'autre, savoir sous quel format, quels médias on va utiliser, et ce service de dissémination, il faut aussi, et ça Jean-Pierre l'avait précisé également, il faut qu'il soit associé à un support de l'utilisateur qui soit continu pour aider à faire comprendre le produit, à l'accompagner, mais aussi à collecter les conséquences de cette information. Est-ce qu'elle a été utilisée? Est-ce qu'elle a été utile? Oui, non, voilà, quelles difficultés restent, etc. Donc il faut que cette communication soit vraiment à double sens, qui n'est pas juste un envoi d'un bulletin ou, voilà, ou d'une information, et puis on oublie ce qui s'est passé, mais il faut s'attarder sur est-ce que ça a été utilisé, et ça suppose qu'il y ait vraiment une relation de confiance et de travail commun qui s'installe avec l'usager, de manière à ce que ce va-et-vient dans la communication puisse exister, et de manière à faire rentrer ce service climatique dans une logique d'amélioration continue. D'accord? Puisque le service qu'on va créer au départ, bon, il y a peu de chances pour qu'il soit parfait dès le début, donc il va y avoir des retours, il faut en prendre compte, il faut faire évoluer les choses. Donc c'est un processus qui doit être vivant. Et donc une dernière diapositive sur finalement les différents points à traiter sur ces aspects communication. Donc le tout premier, c'est voilà, connaître l'usager, à qui a-t-on affaire. Donc ça peut être très bien une institution, ce qui simplifie un petit peu les choses, parce que souvent quand on s'adresse à une institution, on va avoir un point focal au sein de cette institution, on va pouvoir discuter avec lui, le travail de communication et d'échange va pouvoir commencer. Lorsque l'utilisateur est une communauté de pêcheurs, d'agriculteurs, de professionnels du tourisme ou autre, c'est beaucoup plus compliqué, puisque à ce moment-là, il va falloir trouver un intermédiaire, une institution intermédiaire, peut-être un syndicat qui va représenter un groupement d'acteurs, peut-être un service technique qui est dédié à ce domaine. Voilà, on peut imaginer plein de situations, mais en tout cas, quand on veut toucher des communautés, en général, le service météorologie ne va pas s'adresser spécialement à chaque agriculteur, à chaque pêcheur, etc. Mais il peut être amené à interagir avec un groupement de ces agriculteurs, pêcheurs ou autres. Et à ce moment-là, c'est cette entité qui va devenir son intermédiaire, et, quitte à ce que ensuite l'information météorologique ou climatique passe par cet intermédiaire pour ensuite aller vers la communauté. Donc ce travail d'identification des utilisateurs, donc qui va déterminer en fait le mode d'échange avec lui, va permettre ensuite de comprendre ces contraintes, ces processus de décision, et donc ces besoins techniques et ces besoins peut-être aussi matériels par rapport à cette question. Il va falloir qu'il y ait donc des échanges, puisque l'utilisateur, il faut qu'il soit entre guillemets formé à la technique, enfin à la science climatique dans une certaine mesure.
et surtout avec les incertitudes dont je parlais et éventuellement ces limitations aussi, qu'ils comprennent bien quels sont les tenants et aboutissants du produit qu'il pourra avoir entre les mains, et ensuite par un processus itératif, renforcer cette compréhension mutuelle, savoir quelles sont les contraintes des uns et des autres, de manière à co-définir le produit, quitte à travailler sous forme de prototype. On propose un premier prototype à l'utilisateur, on le teste, on revient dessus, etc. Donc c'est vraiment important que le lien soit fort avec l'utilisateur et qu'il soit direct aussi. Il ne faut pas qu'il y ait une multitude d'intervenants pour faciliter cette mise en place de la codéfinition du produit. Donc un autre thème sur la communication, c'est de manière plus générale, sans parler d'utilisateurs particuliers vraiment ciblés, je dirais que de manière générale, il faut que le service météorologique puisse développer la confiance que le public a dans l'information météo-climatique. Alors quand on dit le public, c'est on s'intéresse au public général, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler forcément un utilisateur particulier, mais il faut bien prendre conscience que quand on fait des actions de communication générale, eh bien ça touche aussi les individus qui travaillent peut-être comme spécialistes dans certains domaines et qui peuvent être du coup mis au contact de cette science météorologique que peut-être ils ne connaissaient pas. Donc je pense qu'il y a un travail de fond que les services météorologiques doivent mener pour être connus, pour faire connaître leur savoir-faire, pour faire connaître le type d'information qu'ils produisent, de manière à ce que cette connaissance sur les questions climatiques puisse progresser dans la société tout entière, et en particulier dans les secteurs plus à risque, mais si ça évolue dans toute la société, forcément les secteurs à risque seront en cascade touchés. Donc là, c'est une question de communication proactive et sans doute que les médias ont un rôle tout à fait important à jouer sur cette question. Donc là, j'ai cité éventuellement quelques pistes à développer. On peut imaginer des formations ou des séminaires. Donc pour certains secteurs, par exemple. Donc là, ça pourrait être assez général, ouvert à tout le monde, mais centré sur un secteur particulier. Il peut y avoir de la communication tout à fait générale, à l'occasion de certains événements, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle de El Niño. Le service météorologique australien vient d'annoncer qu'El Niño, ça y est, ça a été franchi. Donc tout le monde se remet à parler de ça. Donc il y a quelques mois, c'était l'Organisation météorologique mondiale qui parlait déjà d'El Niño. Donc voilà, il y a des moments clés comme ça dans l'année et dans l'histoire climatologique qui font qu'il y a des fenêtres d'opportunité pour parler de ces questions-là et de faire connaître le savoir-faire des services météorologiques en la matière. Donc c'est pas forcément des choses très compliquées. C'est du travail, c'est sûr, puisque là c'est plus un travail de vulgarisation, donc c'est quelque chose que tout le monde doit pouvoir comprendre, mais je pense que c'est important de faire, on va dire, percoler l'information et la culture météo-climatique dans le public en général. Et un point qui a pu être important aussi, c'est de collaborer avec certaines institutions éducatives, de manière à ce que les jeunes soient mis au contact de ce type d'information. Alors ça peut très bien commencer dans les écoles primaires, ça peut être plus haut aussi, bien sûr, dans les lycées, dans les universités, de manière à ce que les jeunes, et au-delà des jeunes, leurs parents qui sont des professionnels éventuellement qui peuvent être concernés, soient aussi mis en contact avec cette culture météo-climatique. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire, de manière à ce que
cette question de la compétence du service national météorologique soit reconnue. On parle de plus en plus des aspects changement climatique en général, et on voit bien que les choses commencent à vraiment percoler partout dans la société. Des influenceurs commencent à en parler, à en faire leur fonds de commerce, etc. Bon, je pense que voilà, le service météorologique a vraiment un créneau à prendre sur cette fenêtre, on va dire, de communication pour se valoriser. Et cette valorisation va aussi faciliter le contact avec les usagers spécialisés une fois qu'on les aura trouvés. En ce qui concerne les aspects de dissémination, alors les aspects de dissémination, c'est très complexe d'aborder ça de manière générale parce que ça dépend énormément du type d'usager et de la manière dont on va travailler avec lui. Est-ce qu'on va avoir un canal de diffusion dédié, donc par mail par exemple, ou par un serveur FTP, par des moyens techniques vraiment spécifiques, ou alors est-ce qu'on va passer par une diffusion large, par les médias par exemple, par les radios communautaires, par plein de choses comme ça, par des manières formelles ou informelles, par différents réseaux qui peuvent exister dans les communautés. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que quand on pense diffusion, il faut aussi en parallèle penser organiser le retour. Alors souvent, ça ne se fait pas de la même manière, puisque si on diffuse de l'information par des médias, le retour ne va pas venir par les médias. D'accord ? Donc ça veut dire que voilà, quand on pense à une diffusion, un type de diffusion, eh bien, il faut aussi se pencher sur la question de est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est utile, et qui peut me dire ça en fait ? Qui peut avoir des informations de préférence quantitative pour permettre de quantifier un petit peu l'apport de l'information climatologique. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Donc, so here we are talking about communication. How, but it's a very tricky word in a way, because the way it has been presented, it is how would the Met services provide the information. But then we also have this aspect of how do the media now relay this information to the general public. I think these are the two angles that we will have to look at, and I think it is the right moment to open up and have some discussions. And I think what would be good, if you have any questions or just comments or just requests for clarification, it's open house, I would say, and we at home amongst ourselves. Just say who you are and which media house you are representing. That would be interesting as well for the Met services, and also for the sectors and the Met services present. Also, when you do give your reply, or if you would want to raise a question vis-a-vis what has been presented, then it will be good that you as well, you introduce yourself, you say who you are and what you are doing and where you come from. Okay? So are we all settled? Yeah? It was really eye-opener, and thank you for inviting media and you and Gerard to this. I guess it's the beginning of a long journey, providing the climate service. Just want to introduce myself. I'm Asia Pacific Broadcasting Union representative, and we have
something like 280 media in Asia and Pacific. I know we're in Africa, but we have big link with Africa because we are administering some grant for the Global South, which is on early warnings, climate communications, disaster risk reduction. And as part of this, the African Union Broadcasting, um, who has representatives in all countries you have here, are part of this project. We just finished, before we came here, a day and a half, a very productive discussion on what is missing in communications with national disaster management authorities, and now we can discuss what is missing with the meteorological services. And the points that were raised by the three presentations are what we talk about, which is about trust, how you build trust, and how, because we know, I'm sure you are aware of the joke of Met Service forecasts in each country, and how media can help communicate the uncertainty you deal with in your forecasts, all the points you mentioned in the three presentations. I'll stop here because we have a lot of questions from the colleagues from Mauritius media, different organizations. Just want to outline that I saw the users there, and I think media should be one of the big users. The approach to contact and build the service together with the end user is the right one, I think, because otherwise you don't know what they want. And you hear what media wants here. Some things are jargon, other things are timing, negotiating common language, which is scientific but at the same time understandable. And don't forget that media is the common denominator of all activities and all user groups, because like you have the approach, we want what the user wants, media work the same. We have to know our audiences in order to provide good services, good reports for them. I'll stop here, and if anyone from my colleagues wants to start the ball rolling. Yes, my name is Ashok Bihari. I am the secretary of the Media Trust Board, and I'm also a journalist at the Mauritius Broadcasting Commission. Just as a follow-up to what Natalia has just said, yes, the media is an important user. In fact, the media, we all know, we are the interface between those who have the knowledge, the information, and those to whom this information is meant for, I mean the public. My point is, we've heard a lot about user support. Both of you have spoken about user support. We'd like to know what is in reality, the situation in the different countries of the region. Whether there exists a user support, a structured user support service, especially for the media. How is the situation in the different countries between the climate service and the media, the user support service? Thank you very much. It's an interesting question. Is there any other question within the same area, or maybe what I gather from the field work is that meteorological experts do not trust the journalists, in a nutshell, and because they have their jargon, we have ours, and very often they ask us to stick to what they are saying, never to interpret, never to put in our own words or
explain it otherwise. So we go, on va dans leur sens, comme on dit. Donc, that's why when Mr. Labe, I think if I got your name right, when you told that meteorological experts should go to the user, they should go fieldwork, aller vers les utilisateurs ou un groupe représentatif des utilisateurs. Mais lorsque vous avez parlé de ce topic, il n'y avait pas comme si il n'y avait pas les journalistes dans votre idée, dans votre partage. Donc je voulais savoir, est-ce que vous allez, vous, dans le sens des médias, comme si, est-ce qu'on peut rope in les journalistes dans ce travail d'échanger et de disseminate information? Okay, thank you very much. I think, yeah, we can have some explanation. Go ahead. Oui, donc pour vous répondre, en fait, c'est vrai que sur la dernière diapositive que j'ai montrée, le premier point c'était voilà, trouver les utilisateurs, est-ce que ce sont des institutions, des communautés, etc. Il ne faut pas oublier la définition du service climatique. Le service, c'est quelque chose qui intervient dans votre processus de décision. Dire que les médias sont des utilisateurs, des usagers, ça veut dire que l'information climatique influe sur la manière dont vous allez faire votre travail. D'accord ? C'est ça, le service climatique. D'accord ? Donc, si on se réfère à cette définition, bon, qui est peut-être stricte, mais qui est précise, je ne pense pas que les médias soient des utilisateurs. C'est-à-dire que, voilà, éventuellement, vous regardez la météo demain, si vous avez un reportage, vous savez si vous devez prendre un parapluie ou pas, mais ça ne va pas, on va dire, déterminer la manière dont vous faites votre travail. Mais on est un intermédiaire. Voilà. Mais dans le deuxième point que j'ai soulevé, sur le fait de, de populariser la connaissance météorologique vers le public, à ce moment-là, oui, vous êtes partie prenante de ce travail de communication au sens de l'intermédiaire, effectivement. Puisque là, en fait, ce travail, c'est un travail, on va dire, de plaidoyer, d'accord, au sens faire valoir les intérêts de. Donc là, ce serait le service météorologique de se faire connaître, de valoriser son savoir-faire. Et dans ce sens-là, oui, bien sûr, les médias ont toute leur place. Donc après, je ne peux pas parler pour d'autres pays, mais à La Réunion, c'est très souvent qu'on a des interactions avec les médias, et justement à l'occasion de certains événements particuliers. Il y a un forum international sur le climat, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il y a El Niño qui sort, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on a eu des très fortes pluies dans le sud le week-end dernier, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà, il y a plein on va dire de fenêtres de communication qui contribuent à faire passer aussi des messages. Mais c'est un travail aussi de la part des services météorologiques de vulgariser un petit peu les choses. Oui. C'est vraiment un changement de culture du côté de la météo aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que je rejoins un peu ce que vous dites, que traditionnellement, il y avait toujours un petit peu cette défiance entre le scientifique météorologue et puis les journalistes. Et je trouve que, en tout cas pour l'exemple de La Réunion, ces dernières années, on a vraiment nettement, je pense qu'on a progressé là-dessus, dans le sens où on est beaucoup plus disponible pour les journalistes de façon générale. On essaie de répondre à toutes les demandes possibles dans la mesure où on est disponible. Donc, je rejoins ce que vous dites, mais c'est vrai qu'il faut c'est un changement de culture quand même de notre côté. Et puis, ça demande un effort réel en termes de ressources, de disponibilité. Donc, je suis d'accord avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça, et aussi Jean-Pierre qui voulait peut-être apporter quelque chose. Je vais être très bref, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je pense que là où effectivement les médias, donc les journalistes peuvent aider, c'est peut-être pas une aide directe, mais c'est au travers justement de ces événements, de ces interviews, c'est d'aider les météorologistes à avoir un vocabulaire compréhensible
qui permet ensuite de faciliter la notion de connaissance partagée avec les utilisateurs. Donc c'est peut-être pas un rôle direct dans la liaison avec l'utilisateur, mais c'est plutôt un rôle indirect au travers justement de tout ce qui peut se passer pour permettre, vous êtes capable de dire, ben non là on vous y comprend rien, là c'est votre jargon, on ne comprend pas. Et donc ça permet ensuite au météorologiste, quand il va vers son utilisateur, d'avoir effectivement conscience de ce qui ne va pas et d'avoir des choses plus simples et plus facilement compréhensibles. Ok, merci beaucoup. Oui, Emmanuel, et puis nous avons aussi deux autres intervenants. Et peut-être, pour moi, les médias, c'est pas un truc, c'est pas un bloc. Vous avez des spécialités, vous avez des canaux, vous avez des publics particuliers. Chacun, vous n'êtes pas tous généralistes sur tous les. Et donc, ça peut être aussi un travail particulier à faire avec les différents médias, avec les services météo, pour pouvoir adapter les messages à votre vecteur de communication, à votre public et à votre rythme aussi de diffusion d'informations, parce que vous êtes tous, je pense, très spécifiques dans l'exercice de votre métier. Merci. On commence ici, après on descend. Jean-Luc Leroy de Maurice Info. Je pense que, M. l'abbé, vous avez parlé d'El Niño. J'ai fait un papier là-dessus, j'ai vu le document que les Australiens ont retiré. La première question que j'ai, combien de cyclones on va avoir? On m'a comparé les phénomènes d'El Niño et on est remonté jusqu'à Geralda, Hollanda. Je pense que c'est la saison cyclonique 93-94. Donc, ce sont des questions que mes lecteurs se posent. Ils ne vont pas comprendre IOD, SIOD, tous ces moyens. Combien de cyclones il y aura pendant la saison? Alors, moi, je pose la question, combien de cyclones on va avoir? Pour que je puisse répondre à cette question. On prend une deuxième question et après on peut revenir. Il fallait venir ce matin. Je t'ai pas invité. Alors, on n'a pas une réponse si évidente à cette question. Le type d'information qu'on peut apporter, c'est que lorsqu'on regarde dans l'historique des événements El Niño les plus forts, on a une tendance à avoir globalement à l'échelle de notre bassin cyclonique une diminution d'activité sur la saison dans son ensemble. Voilà le genre d'information qu'on a. Donc on n'aura pas un chiffre, alors on ne s'amuse pas à donner un chiffre, on donne une fourchette. Fourchette, oui. Et ce qui est important de connaître pour quelqu'un qui va avoir cette information, c'est de savoir quel est le nombre normal déjà en moyenne dans la saison. Donc le nombre moyen par saison dans notre bassin, c'est 10 systèmes tropicaux nommés, donc au moins tempête ou cyclone. Mais ça, c'est un chiffre qui couvre l'ensemble du bassin. Et ce qu'on expliquait ce matin, c'est que le bassin sud-ouest océan Indien est très grand. Et selon les configurations, pour un même chiffre, un même nombre de cyclones pour une saison donnée, le nombre d'impacts sur les terres habitées peut être très différent. On peut avoir une saison avec 10 systèmes et très peu d'impact parce que tous les systèmes sont restés sur la partie est inhabitée du bassin. Donc en fait, ce n'est pas uniquement un chiffre qui va apporter l'information, c'est un ensemble d'éléments qui vont être complémentaires les uns avec les autres. Donc ce matin, on a donné une fourchette entre 5 et 9 systèmes, mais c'est une fourchette qui reste en dessous de la normale, mais qui reste encore assez large parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la manière dont ça va se passer. Peut-être un corps spécifique. Oui, alors donc on aura effectivement un forum, qu'on appelle un deuxième forum de prévision saisonnière spécifique à l'activité cyclonique qui se passera en ligne, donc pas en présentiel, fin octobre, pour affiner ces prévisions en fonction de l'évolution dans les quelques semaines qui viennent de la situation. Ça permettra d'aller un peu plus dans le détail, mais voilà. Il y aura des mises à jour. Ce qui est important, c'est qu'on donne une information en début de saison, mais il faut ensuite faire vivre cette information en fonction du déroulement réel de la saison et non pas en fonction de ce qu'on avait prévu loin en avance, parce que là on est en septembre, la fin de la saison c'est en avril, donc voilà, c'est une échéance qui est encore très lointaine et pleine d'incertitudes. Ok,
Bonjour, je suis Avinash de la NBC. J'ai une question. Pourquoi on sent qu'il y a une méfiance entre les météorologues et les médias, et puis les météorologues n'aiment pas que les médias questionnent leurs décisions? I think there was On peut parler dans tous les pays, c'est pas yeah. We call on that. There was another question, I think. Yes. C'est pas vraiment une question, mais je trouve que la définition d'utilisateur, comme vous l'avez expliqué, est très restrictive à mon avis, très limitative, et que finalement les utilisateurs pour vous, c'est le grand public, les pêcheurs, les navigateurs, c'est eux les utilisateurs. Mais dans ce cas, comment se fait la communication, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, sur les informations climatiques? Donc, pour vous, c'est la communication directement entre les services et les usagers. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Dans votre stratégie ou dans votre manière de réfléchir et d'aborder et d'appréhender la question. Ok. Qui va répondre? Peut-être, est-ce qu'il y a un autre service météorologie de la région qui a des expériences là-dessus pour donner un peu de clarité? Comment ça se passe chez vous? C'était la toute première question de monsieur, justement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait souhaité peut-être en plus clair, s'il n'y avait pas les médias, comment alliez-vous communiquer les informations météorologiques au public sans des différents publics? Dans un scénario comme ça. Moi, je peux parler que de Météo France, mais côté Météo France, on a différents canaux de communication, mais le média fait partie des communications. On a des conventions avec les télés, les radios, et on a des produits spécifiques pour les médias qui retransmettent l'information au grand public, enfin, à l'ensemble du public. Donc ça, c'est le premier canal de communication. Ensuite, on a un site internet avec des produits dédiés à usagers plutôt grand public, mais également des usagers marines, des usagers qui vont aller faire de la randonnée, je sais pas, enfin toutes sortes d'usagers qui peuvent être intéressés par une information météorologique relativement générale. Après, c'est vrai que on parle de service climatique, alors on va vers des choses beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus fabriquées à façon pour un utilisateur donné. Et là on passe dans le monde du service climatique plus que de l'information générale météorologique. Et après, on a aussi comme canal, on a typiquement les réseaux sociaux, hein, donc on a un site Facebook où on poste régulièrement. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau côté Météo France. Je ne sais pas les autres services de la zone s'ils commencent à utiliser ces canaux de communication, mais on est assez proactif finalement. On sait que lorsqu'on va poster une information sur la Nino, sur la situation climatique, on sait que ça va générer un retour des médias, parce que les médias scrutent ces choses-là et viennent ensuite nous voir. Donc, c'est une manière à nous de provoquer une rencontre avec les médias et avec le grand public, mais à La Réunion, ça marche vraiment de façon systématique. On poste une information, un record de température a été battu, le lendemain, vous êtes sûr que vous avez au moins 2 ou 3 journalistes qui vous contactent. Et voilà, donc c'est une manière aussi d'interagir avec les médias pour, ce que disait Laurent tout à l'heure, communiquer, nous, être proactifs pour aller vers vous, pour essayer d'expliquer notre travail par des mots simples. Et voilà, c'est des échanges qui sont très intéressants. Et j'avoue, je pense un petit peu assez nouveau dans notre façon de fonctionner. Il y a 10 ans de ça, on ne fonctionnait pas comme ça. On était très fermé vis-à-vis de, justement, on a fait notre production, et puis il y avait une ou deux personnes qui étaient peut-être mandatées pour aller vers les médias, pour porter une parole qui était maîtrisée. Maintenant, c'est beaucoup plus libre. Je parle toujours Météo France. On laissera la parole ensuite aux autres services météo pour qu'ils essaient d'expliquer comment ça fonctionne dans leur propre service. Okay, merci. Monsieur? Hello everybody, my name is Omar Imanesh. Sorry, I don't speak French. I'm with the UN Office for Disaster Risk Reduction, and I was part of the 2-day media workshop. I just want to thank the Mauritius National Disaster Risk Management Center for organizing it and the Media Center for hosting it.
I think what's clear after 2 days of discussion is that whether we're on the climate sciences side, disaster risk reduction side, or the media side, we all care about protecting people, ensuring their prosperity. But there is still a lot of work to be done to clarify protocols and channels of communication. And the best time to do that is now, before a disaster. The worst time to do it is as a cyclone is impending and early warnings are issued. Which is why we're very optimistic that the early warnings for all initiative will help do that in different countries. In fact, we're very happy that we had this workshop with the media ahead of the official national workshop, which will be launched later this year. Because we want the media to be a part of the early discussions and the planning so that these roles and responsibilities and the type of services and support that they can expect to receive can be clarified, so that as the program is being launched, this will not only lead to better connections and relationships for early warning messaging, but for understanding and acting on risks all year round. I know we're running out of time, the coffee break is soon, but I just wanted to say that, so thank you very much. Thank you very much. I think you've shed a lot of light, because if we really want to interact, we really want to protect the lives of our people, we need to communicate amongst ourselves. And I think the role of the media is clear, that there is a place for the media, either in communication, in the be it meteorology, or be it disaster risk reduction, be it health. There is always a place for the media. And what is becoming more evident now is that we need to talk together right before everything happens, so that we know exactly when to act, what to say, and how to say, not to panic the population, so that the population doesn't panic. So I think there's quite a bit of things that we need to do together, and it is clear that the media has a big role to play in relaying information to the public, and also to help the scientists in general to break down the jargons and make it simple for people. And I think this is where the role is. And with this, I don't know if we have more questions. And we are still probably one last question. Yes, Il y a beaucoup de modèles pour les cyclones. Je vais pas laisser pour les cyclones qui sont suivis à La Réunion. Vous avez un grand site à La Réunion d'un particulier. Comment vous pouvez nous aider en tant que journaliste d'interpréter ces modèles? GWF, MCW, bon, je ne vais pas dire ICON, et tout ça pour interpréter. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui a pris un modèle à 28 jours, il met ça sur Facebook, sur sa page. Alors ça crée un désordre dans la communauté. On va dire, bon, le cyclone va passer à 50 km de Maurice, alors qu'il va passer à 250 km. La panique est déjà faite parce que c'est un modèle qui est sur une très longue période. Comment vous allez nous expliquer d'interpréter? Parce que moi aussi, je regarde, je prends mon temps pour lire, mais il y a des niveaux de 500 millibars, 850 millibars qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous avez un petit document, parce que vous vous servez de ça aussi pour dire, bon, à côté de Saint-Brando, ça va tourner. Parce que vous avez vu quelque chose dans le niveau barométrique que nous ne voyons pas, parce que vous avez peut-être ça. Deuxième, j'avais pu comprendre qu'il y avait un modèle pour l'océan Indien. Est-ce que les travaux ont avancé? Est-ce que ça s'est peaufiné? Toujours Météo France, vous êtes là comme notre meilleur acteur, notre partenaire qui nous a accompagnés pendant toute cette période. C'est la deuxième session de Soyez Fort, et vous étiez toujours fidèles à notre côté. Peut-être que vous pouvez nous aider à éclaircir un petit peu cette question. Alors bon, à La Réunion, ça se passe un peu de la même façon. Oui, j'imagine. De plus en plus, dans le monde de la météorologie, il y a de plus en plus de données disponibles sur des sites accessibles à tous, et des données extrêmement techniques qu'effectivement nos prévisionnistes utilisent, que ce soit le MMS à La Réunion, dans tous les pays qui sont représentés ici, dans tous les services météo. C'est vrai que le travail du prévisionniste, c'est l'interprétation de toutes ces modélisations, et c'est à lui, par sa connaissance et son expertise, de décider du scénario qui lui semble le plus probable. Donc je pense que toute cette partie d'interprétation, elle relève quand même, pour le coup, là, du rôle du météorologue. Alors ensuite, effectivement, il y a du désordre de temps en temps, parce que les données sont en libre accès, et donc,
exemple, trouver des informations de prévision à 30 jours sur une prévision qui va vous dire qu'il y aura un cyclone de Maurice. Et nous, en tant que professionnels, on sait pertinemment qu'on ne peut pas exploiter cette information. Pas comme ça, en tout cas. Et donc notre rôle, c'est peut-être de redire à chaque fois qu'il se passe. C'est pour ça que c'est important qu'on ait une voie de diffusion d'informations, notamment à travers des réseaux sociaux. On peut en faire de la pédagogie pour expliquer aux gens que c'est assez simple, comment ça se passe. Mais il n'y a pas de document, on ne pourra pas vous fournir un document synthétique vous expliquant comment interpréter tout ça, parce que c'est quand même un métier en soi. C'est pas forcément le rôle du journaliste de faire cette interprétation. Basiquement, on va rentrer dans votre métier, mais basiquement. Je sais pas, Jean-Pierre a quelque chose à rajouter. Oui. Merci. Je vais rajouter quelque chose de relativement court et simple, c'est que l'Organisation météorologique mondiale elle-même préconise très clairement de s'adresser à ce qu'ils appellent les authoritative voice, donc les voix autorisées et compétentes. Donc je pense que c'est exactement ça qu'il faut arriver à bâtir, c'est des réseaux de voix autorisées, donc en particulier d'avoir des contacts permanents vers les services météorologiques, etc. Pour quand il y a un problème comme ça, de dire est-ce qu'on fait le buzz ou pas, quoi. En gros, c'est ça derrière. Mais c'est la même chose pour les utilisateurs. Moi, quand je travaillais sur les prévisions saisonnières avec une grosse entreprise qui faisait du trading de cacao et d'épices, plusieurs fois, ils me téléphonaient en me disant Jean-Pierre, ça y est, il y a l'université américaine d'Artempion, je ne me rappelle plus le nom, qui prévoit une Niña, ça va bouleverser qu'est-ce qui se passe? Donc ils allaient vers le service, alors c'était pas moi spécialement, mais ils allaient vers Météo France parce qu'ils savaient que Météo France avait les outils, les compétences, etc. pour donner la meilleure réponse que possible. Et donc je pense qu'il faut que chacun fasse cet effort mutuel d'aller les uns vers les autres. Merci Jean-Pierre. J'avais une question pour nos collègues des services météorologiques nationaux de la région, parce que vous allez être les principaux interlocuteurs du projet Hydromet. Et je voulais savoir si dans les services météorologiques, les services climatiques que vous mettez en place, vous avez bien identifié de manière claire des secteurs prioritaires de premier cercle, des secteurs qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui ou dans votre activité quotidienne, mais qui serait intéressant d'accueillir, pour lesquels il serait intéressant de fournir des services météorologiques dans l'horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis deuxième question, c'est est-ce qu'entre vous échangez sur la manière dont vous mettez en place des services climatiques pour ces différents secteurs? En d'autres termes, en quoi le projet Hydromet peut vous aider à passer effectivement de ce niveau basique, intermédiaire, à vraiment un niveau avancé de ces services climatiques? Do we have any champions? Sometimes I like just speaking up someone for the audience. And Madagascar, very good, thank you. Alors, merci beaucoup. Moi, je suis Renaud Diamat, je viens de Madagascar, de Météo Madagascar. En fait, sur cette question de Emmanuel, nous avons déjà, depuis 2016, mis en œuvre sur le cadre national du service climatique. Et depuis ce temps, nous avons mis les forums nationaux, les forums comme ce qui se passe ici en ce moment, mais à l'échelle nationale. Et au cours des années, nous avons différents utilisateurs. Ça a commencé avec le ministère de la Santé. Et nous avons fait des coproductions, des coproduits qui ont été
peut-être des prévisions ou des tendances sur la recrudescence de quelques maladies qui étaient basées sur les prévisions saisonnières comme celle-ci. Et après cela, nous avons aussi mis en place des coproductions avec le ministère de l'Agriculture. Et ça a évolué au cours des années. Nous avons, l'année dernière, nous avons eu 5 secteurs, je crois. L'agriculture, la santé, la gestion des risques et des catastrophes étaient tout le temps là, depuis le début. Et aussi l'eau et l'énergie. Alors pour cette année, je crois qu'il y aura un ou deux autres secteurs qui va nous rejoindre dans cette coproduction des produits et sur les analyses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des prévisions comme celle-ci et on travaille ensemble, on les explique, on explique à eux ce qui se passe, on leur donne les informations et c'est pas tout de suite des utilisateurs, des utilisateurs lambda comme on dit, mais ce sont les utilisateurs techniques, alors ce sont les techniciens de ministère et tout ça, et alors ce sont les produits et les produits qu'on leur fournit, ce sont eux qui vont partager ça avec leur canot. Alors on utilise notre canot à nous et eux aussi, ils utilisent leur canot de multiplication pour leur production. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça devient un peu intéressant aussi là maintenant. Quand vous avez les canaux dans lesquels vous transmettez les informations et après, vers les utilisateurs primaires, je dirais, et après vous aurez d'autres utilisateurs. D'accord? Et est-ce que dans le passage de cette information, est-ce que vous arrivez à retrouver les informations, est-ce que les informations sont les mêmes en fait? Est-ce que, comment est-ce que dans ce passage entre plusieurs intermédiaires, est-ce que les informations restent toujours l'actualité ou correcte ou être le bon? C'est juste en vous écoutant que ça me fait penser un petit peu à ça. Oui, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que on les aide à faire, à prendre des décisions à partir de nos prévisions et quand ils nous donnent des feedbacks sur quoi, on va dire ça et ça et ça. Alors on leur dit, oui, c'est possible de dire ça, non, ça c'est pas bon du tout. Alors, ça c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on a dit et tout ça. Il y a une discussion entre eux et nous. Alors, après cela, on regarde les feedbacks de tous les utilisateurs et aussi leur feedback à eux. Et il y a un cycle comme ça pour chaque année.